fosse de terre, cette expression devint plus tard le terme clé dans les rapports d'enquête qui décrivaient l'étrange et sinistre piège dans les profondeurs du parc national Hossa. Aucun de ceux qui se trouvaient à proximité ne soupçonnait même qu'il se tenait à seulement quelques mètres de l'endroit où commença l'histoire de la disparition de 3 enfants d'école. Ils disparurent comme avalés par la terre entre les inscriptions dans le registre papier et le premier rapport inquiet de l'instructeur. 40 minutes pendant lesquelles personne ne vit, ni n'entendit rien d'inhabituel. 40 minutes qui devinrent le plus grand mystère, couvert de terre. 6 juin 2024, 15h45. Parc national Hossa, nord de la Finlande. Le garde forestier de service, Ville Karjalainen, ouvrit à la fin de son service le livre d'enregistrement des véhicules. À ce moment-là, il enregistra l'entrée d'une vieille camionnette. Le véhicule provoqua, comme d'habitude, une légère irritation. Le garde forestier l'avait déjà vu auparavant et connaissait son propriétaire, une personne qui préférait la solitude à la compagnie des touristes. Cette personne était Antti Rautio, un ermite que tous les employés locaux du parc connaissèrent depuis longtemps pour son caractère difficile et son effort à se tenir à l'écart des regards étrangers. La camionnette apparut exactement à 15h45, exactement cette heure que le garde forestier nota dans le livre. Autour régnait le silence habituel d'une journée d'été, seulement interrompu par de rares rafales de vent. La température était un peu en dessous de l'habituel pour début juin. Le vent s'intensifia vers midi et atteignit 8 mètres par seconde, ce qui rendait difficile l'orientation par les sons. Dans de telles conditions, même une voix forte devenait à peine audible. Après 40 minutes, à 16h25, le silence céda la place à l'inquiétude. L'instructeur du camp, Nuoret Metsestajat, Jarika, s'approche du garde forestier. Sur son visage se reflétait une nervosité à peine contenue. Il informa brièvement que 3 élèves de 5e année n'étaient bientôt pas revenus après un bref arrêt sur la route. L'instructeur affirmait qu'il s'était éloigné littéralement seulement pour 1 minute pour rattraper la partie du groupe qui était restée en arrière. Quand il revint, il n'y avait déjà plus personne. L'instructeur s'efforçait de paraître sûr de lui, mais sa voix le trahissait. La vérification opérationnelle du lieu de disparition intensifia les soupçons et les inquiétudes. Dans la zone du point de repos, où les enfants furent vus pour la dernière fois, on découvrit plusieurs indices importants. Immédiatement, attira l'attention un inhalateur cassé qui gisait sur le sol et une chaussure d'enfant solitaire qui était placée ordonnément à côté d'un arbre tombé. Sur le sol mou de la forêt se dessinaient clairement des traces fraîches de pneus avec une cassure caractéristique du profil. Le garde forestier expliqua avec certitude qu'un tel motif ne se maintenait pas ici plus de 2 à 3 jours. Cela signifiait que les traces avaient été laissées très récemment. En même temps se découvrit une autre circonstance importante. Un pêcheur amateur local qui se trouvait non loin du lieu de l'incident expliqua qu'approximativement à la même heure, il avait entendu un son étrange. Selon ses mots, ça avait été un cri, amorti et indistinct à cause du vent. Il ne pouvait pas indiquer la direction exacte, car le son se perdait entre les arbres et se déplaçait constamment avec les rafales de vent. Mais le pêcheur était fermement convaincu. Quelqu'un avait crié à l'aide. Le premier soupçon tomba immédiatement sur le propriétaire de la vieille camionnette, Antti Rautio. D'un côté, la logique était compréhensible. L'ermite, observé par le garde forestier, évitait toujours le contact avec les touristes et était habituellement grossier, les chassait loin de son territoire. De plus, il y avait eu précédemment des cas où Rautio était entré en conflit violent avec des visiteurs du parc. Il y avait même eu des plaintes officielles. Exactement, sa voiture avait laissé la trace fraîche au point de repos
à seulement quelques pas de l'endroit où plus tard furent trouvées la chaussure et l'inhalateur. En même temps, on apprit qu'il y avait une autre personne dans le parc dont le comportement éveillait la méfiance. C'était le touriste allemand individuel Tobias B., qui était arrivé ici quelques jours auparavant. Tobias s'était enregistré pour la route officielle, mais ne commença pas le mouvement à l'heure prévue, mais considérablement plus tard, sans en informer les gardes forestiers. Personne ne vit ce touriste directement près du lieu de disparition. Cependant, son comportement semblait suspect. Il suivait une route qui passait près du point de repos. Il ne pouvait pas non plus manquer de questions à l'instructeur, Jarika. Exactement lui avait laissé les 3 sans contrôle, malgré les instructions strictes du camp. Dans les déclarations de l'instructeur, il y avait des incohérences temporelles. La minute de son absence s'étendait selon d'autres témoignages à environ 10. Ce fait, les enquêteurs ne purent l'ignorer. Des doutes supplémentaires ajouta la déclaration du garde forestier lui-même. Vil Karjalainen expliqua qu'il avait remarqué dans la caisse de chargement de la camionnette de Rossio des objets clairs qu'il croyait être des sacs à dos d'enfants. Cela devint immédiatement une pièce à conviction importante qui intensifiait les soupçons contre l'ermite. Cependant, plus tard, il s'avéra que c'était une erreur. Le garde forestier avait mal identifié le contenu de la caisse de chargement à travers la vitre arrière-salle. Plus tard, lors de l'inspection du véhicule, il devint clair qu'il avait vu des bidons ordinaires de couleur claire que Rossio utilisait dans son ménage. À 17h30, les enquêteurs se dirigèrent en suivant les traces de pneus vers une trouée isolée, vers laquelle ne menait aucune route touristique officielle. À ce moment-là, aucun d'eux ne savait le plus important. Il n'y avait déjà plus de chemin de retour. Le compte à rebours commença, et maintenant la forêt, qui s'était transformée en fosse de terre, révélerait ses secrets très lentement et à contre-cœur. Le lendemain, tôt le matin, un petit groupe de policiers avec l'enquêteur Juna Törnqvist arriva à la cabane forestière d'Antti-Rossio. Autour régnait un profond silence que même les oiseaux ne perturbaient pas. Un vieux sentier, à peine visible, menait de la route directement au bâtiment de bois en ruine. Sur la véranda de la cabane, les policiers remarquèrent immédiatement un rouleau de fil galvanisé d'un diamètre de 5 mm. À côté du fil, gisait ordonnément un reçu froissé du magasin de bricolage K. Rauta, daté du 13 mai de l'année courante. Sur le reçu était l'achat. Filet 8 mm, planche 50 mm et fil, exactement celui qui était directement devant eux. Le propriétaire de la cabane lui-même, Antti-Rossio, ancien garde forestier, ermite et principal suspect, était chez lui. Il semblait méfiant, mais n'offrit pas de résistance. Il semblait comme s'il attendait la visite et s'était préparé à l'avance. Officiellement, son statut était actif, bien que le logement et le mode de vie montraient clairement que cette personne avait depuis longtemps choisi une vie en dehors de la société. L'enquêteur expliqua brièvement qu'il s'intéressait à quelques circonstances de la disparition des 3, mais Rossio hocha seulement la tête silencieusement et recula d'un pas pour faire comprendre qu'il était prêt pour la perquisition de la cabane. Pendant que le groupe commençait l'inspection, Törnqvist posa prudemment les premières questions, s'efforçant de ne pas inquiéter l'homme. Törnqvist demanda au sujet du fil. Rossio, regardant droit devant, expliqua calmement qu'il avait voulu creuser un puits. Cependant, l'enquêteur nota une incohérence. Il savait exactement qu'à seulement 40 mètres de la cabane coulait un ruisseau propre et la nécessité d'un puits était douteuse. Les policiers examinèrent rapidement et soigneusement la zone environnante. Un des officiers inspecta la vieille camionnette. Il remarqua sur le crochet de remorquage un minuscule morceau de tissu rouge. Une couleur similaire portait en les vestes des garçons disparus du camp d'éclaireurs.
Cela transforma immédiatement la petite trouvaille en une pièce à conviction d'importance critique et l'officier retira soigneusement l'échantillon de tissu pour l'analyse ultérieure. Dans la cabane, ils trouvèrent un vieux cahier qui servait de journal. Il était écrit avec des phrases courtes, des notes météo et des annotations domestiques. Parmi elles se détachait une inscription étrange qui avait été faite très récemment. « Iljanen ei kuntele ». Cette phrase ne laissait pas l'enquêteur tranquille et le faisait réfléchir sur les motifs d'une personne qui avait si résolument tourné le dos à la société. Après 1 heure, après avoir terminé l'inspection superficielle, les policiers se rendirent chez les voisins de Rocio, le bûcheron Elias, qui vivait à 2 kilomètres de la cabane. Elias confirma qu'il connaissait Antti depuis longtemps et le considérait comme une personne étrange mais inoffensive. Cependant, il se souvint inopinément pendant la brève conversation que Rocio avait une fois dit une phrase étrange. « Ils ont besoin de repos ». Le bûcheron n'avait pas demandé à ce moment-là à qui exactement le voisin faisait référence et avait considéré les mots comme de la philosophie ordinaire d'un ermite. Mais maintenant, la phrase acquit une signification complètement différente. Après la conversation avec Elias, l'enquêteur avait une nouvelle piste. Il retourna à l'inspection de la voiture de Rocio et demanda qu'on ouvre encore une fois la camionnette. Après avoir vérifié le compteur kilométrique, il le compara rapidement avec les enregistrements du journal du garde forestier. Les chiffres éveillèrent de nouveaux soupçons. Hier, selon le compteur kilométrique, la camionnette avait effectué un voyage qui avait duré 4 heures. Cependant, la carte et le témoignage du voisin affirmaient que la voiture n'était allée nulle part. Le voisin se souvenait qu'exactement à ce moment-là, Antti avait enlevé la borne de la batterie, ce qui parlait clairement d'une tentative de cacher le véritable itinéraire du voyage. Reconnaissant l'importance des contradictions, l'enquêteur s'approcha à nouveau de Rocio et lui posa une question directe sur l'itinéraire d'hier. Rocio répondit calmement qu'il était allé ramasser du bois, mais ne mentionna ni le lieu ni l'heure du voyage. Il était évident qu'il cachait une partie de la vérité. La collecte d'informations était terminée, et avant de partir, l'enquêteur inspecta encore une fois attentivement la cabane et ses environs. Bien que les matériaux trouvés correspondaient exactement à une construction possible de ce piège de terre, il n'y avait pas encore suffisamment de preuves directes contre Antti. Tous comprenaient tant qu'il était une personne renfermée, mais la prudence conseillait de ne pas tirer de conclusions hâtives. Néanmoins, le reçu du magasin, le rouleau de fil et les étranges enregistrements dans le journal faisaient qu'Antti Rocio apparaissait comme un participant extrêmement important de l'histoire. L'histoire avec le tissu rouge ne contribuait pas non plus à la clarté. Confirmer définitivement la participation de l'ermite n'était possible qu'après avoir effectué un examen de laboratoire. Pendant que le groupe revenait par le sentier de la forêt, l'enquêteur Törnqvist comptait mentalement les faits qui pouvaient être établis. Il comprenait qu'il n'y avait pas encore un tableau complet. Cependant, le comportement et les actions de Rocio laissaient beaucoup de questions ouvertes. Le voyage de 4 heures d'hier, pour lequel l'homme avait évidemment pris des mesures de secret, préoccupait particulièrement. À la sortie de la forêt, les policiers s'arrêtèrent et regardèrent la carte de la région. À côté se trouvait une marque du dernier endroit où des traces avaient été trouvées, et un peu plus loin était marquée la cabane de Rocio. Le voyage à vide de la camionnette ne s'intégrait pas dans le schéma des itinéraires. Quelque chose d'important se cachait évidemment derrière cette incohérence. L'enquêteur Törnqvist plia la carte et regarda la silhouette sombre de la forêt derrière. Il comprenait clairement. Le temps passait et la solution de l'énigme se trouvait quelque part ici, dans la profondeur de ce silence forestier, qui gardait ses secrets trop obstinément pour les livrer immédiatement. Le matin du 8 juin, l'opération de recherche dans le parc national Hossa grandit à des proportions que personne n'avait attendues. Des volontaires peignaient la forêt, la police continuait le travail avec l'entourage des disparus.
Au centre de l'attention se trouvait maintenant l'instructeur du camp, Nuoret Metsestajat, Jari K, la personne qui avait vu les garçons disparus pour la dernière fois. L'enquêteur Jonah Törnqvist l'appela pour une conversation dans l'état-major temporaire qui avait été établi près du lieu de la disparition. Les déclarations initiales de Jari éveillèrent des doutes chez l'enquêteur. Celui-ci revenait sans cesse au moment où les garçons avaient disparu. Cette fois, l'instructeur décida de raconter plus de détails. Il avait l'air fatigué, visiblement abattu, et avoua que l'inhalateur qui avait été trouvé au lieu de repos s'était cassé exactement dans ses mains. L'instructeur expliqua qu'il avait remarqué la respiration de Rasmus et compris qu'il avait besoin du médicament. Il sortit l'inhalateur du sac, mais le laissa accidentellement tomber sur une pierre, et le mécanisme se cassa. L'instructeur ne décida pas immédiatement de demander de l'aide. Au lieu de cela, il envoya les trois un peu plus loin, vers les buissons, supposant que Rasmus se sentirait mieux pendant qu'il se reposait un peu. À ce moment, son téléphone sonna et il s'éloigna de quelques mètres pour répondre. Selon ses mots, la conversation dura très peu de temps, mais exactement dans cette courte période, les garçons disparurent de la vue. Cependant, les déclarations d'une autre participante du groupe, la fillette de 10 ans, Vera, différaient considérablement des explications de l'instructeur. Elle se souvenait clairement que Rasmus se sentait plus mal. Sa respiration était rauque et interrompue. Vera dit qu'elle avait essayé de crier à l'instructeur pour demander de l'aide, mais il ne l'avait pas entendu. Le vent et la conversation téléphonique avaient couvert sa voix. Finalement, le moment fut manqué et les garçons restèrent seuls. L'historique médical que les enquêteurs trouvèrent dans les documents du camp jeta une nouvelle lumière sur ce qui s'était passé. Il y était clairement noté que Rasmus devait toujours porter avec lui 2 inhalateurs, l'inhalateur principal et un inhalateur de secours dans le sac à dos. L'enquêteur appela immédiatement les parents de Rasmus. Ils confirmèrent qu'ils avaient personnellement donné les instructions du médicament et avaient même présenté une copie du contrat dans lequel était établie la nécessité de l'inhalateur de secours. Quand Törnqvist demanda directement à l'instructeur pourquoi il n'avait pas utilisé le 2e inhalateur, Jari parut sincèrement surpris. Il assura à l'enquête qu'il ne savait rien de l'existence du 2e inhalateur. La situation semblait étrange, car Jari était obligé d'étudier attentivement les documents médicaux de chaque participant du groupe. L'enquêteur doutait de la sincérité de l'instructeur et lui posa encore une question. Pourquoi n'avait-il pas couru immédiatement demander de l'aide après que le médicament se soit cassé ? Jari répondit qu'il était sûr que les garçons reviendraient rapidement d'eux-mêmes. C'était une contradiction sérieuse avec les instructions officielles du camp. Celle-ci établissait clairement, lors de l'apparition de n'importe quel problème de santé chez un participant du groupe, on ne devait pas le laisser seul, encore moins lors d'une crise d'asthme. Pour un court moment, naquit le soupçon que l'instructeur avait simplement dépassé le nombre de participants et avait donc peur de demander de l'aide. Törnqvist décida de vérifier les listes et de les comparer avec les données réelles sur le nombre d'enfants arrivés. La vérification rapide des documents montra que la limite du camp n'avait pas été dépassée. Dans la liste, 18 personnes étaient autorisées, et en réalité, il y en avait exactement 18. Le soupçon de dépassement de la norme fut immédiatement levé, et la fausse piste fut fermée. Le soir, après avoir terminé la conversation avec l'instructeur, le groupe de recherche entreprit une nouvelle incursion. Il fut décidé d'examiner plus avant les traces de pneus qui avaient déjà été découvertes le premier jour. Le groupe se déplaça profondément dans la forêt le long de la trace de véhicules qui menait à une dépression abandonnée que les habitants locaux cherchaient à éviter à cause du terrain marécageux. Plus les chercheurs avançaient, plus les sillons des pneus devenaient à profond. Le motif clair, R16,
était maintenant accompagné de traces profondes qui parlaient du fait que la voiture était évidemment passée ici avec une lourde charge. Après environ 1 kilomètre, le groupe s'arrêta. Devant eux s'étendait un marais, couvert d'un brouillard mince, presque invisible. L'enquêteur inspecta attentivement le terrain et comprit clairement qu'une charge lourde ne pouvait être amenée qu'ici. La dépression n'était qu'à 1,5 kilomètre de la cabane d'Antti Rossio, et ces coïncidences donnaient à réfléchir. Törnqvist donna l'ordre de commencer la recherche dans la zone marécageuse et chargea les chercheurs de chercher des traces fraîches sur le sol. Les volontaires, se déplaçant lentement vers l'avant, s'efforcèrent de trouver tous les changements dans le paysage et de ne pas manquer le moindre détail qui pourrait les rapprocher de la solution. Le temps passait, le soleil se couchait derrière les arbres et créait des conditions difficiles pour continuer la recherche. Les employés éclairèrent la zone avec des projecteurs et le travail continua dans un silence complet. Les réflexions internes de l'enquêteur se formaient déjà en un schéma compréhensible. Il était évident que l'instructeur avait commis une erreur grave qui avait mené à une issue triste. Néanmoins, un lien direct entre l'inhalateur cassé et la disparition des 3 n'avait pas encore été établi. Il restait à clarifier qui et pourquoi avait eu besoin de transporter une lourde charge sur la route forestière vers le marais. Le groupe continua méthodiquement à peigner la dépression, regardant attentivement la terre et s'efforçant de ne pas manquer la moindre trace. Il ne soupçonnait là pas à quel point il s'était approché de la solution qui était cachée par les terres marécageuses de Ossa. Après presque 2 semaines depuis la disparition des 3 garçons, le groupe de chasseurs-gardes forestiers, Mikko H et Eero T, peignait la région de la dépression marécageuse. Cette zone avait déjà été inspectée plusieurs fois, mais les chercheurs décidèrent de revenir ici, espérant remarquer quelque chose qui avait été négligé auparavant. Et l'espoir se réalisa. Se déplaçant prudemment sur le sol mou, Mikko s'arrêta soudainement. Sous son pied retentit un bruit métallique doux, presque imperceptible, semblable au son d'un vide caché sous une couche d'herbe molle. Se regardant l'un l'autre, les chasseurs commencèrent rapidement à dégager la section, enlevant la couche supérieure de mousse et d'herbe. Le cœur de chacun d'eux battait plus vite quand sous la terre fut découvert un bouclier camouflé, cloué avec des planches massives et un grillage de renforcement. Précisément ce bouclier était la cause de l'étrange son. En soulevant la construction, les hommes restèrent pétrifiés de surprise et d'horreur. En dessous se trouvait un trou profond, d'environ 2 mètres sur 2 mètres et demi, un peu plus de 2 mètres de profondeur. Au fil de fer galvanisé qui était fixé à la paroi latérale, 2 garçons furent à redécouvert, vivants mais extrêmement épuisés et effrayés. Le 3e, Rasmus, gisait un peu plus loin, séparé des autres, sans aucun signe de vie. Les chasseurs signalèrent immédiatement la découverte à l'état-major des opérations. Et sur les lieux, se dirigea immédiatement un groupe opérationnel sous la direction de l'enquêteur Jonna Törnqvist. Les survivants, Veera et Oskari, paraissaient si épuisés qu'il était presque impossible de leur parler. Néanmoins, le premier témoignage bref de Veera éclaircit partiellement le tableau. La fille raconta que Rasmus avait demandé à plusieurs reprises qu'on ouvre le couvercle et qu'on le laisse sortir, car il avait du mal à respirer. Mais la personne que les garçons appelaient simplement « grand-père » ne répondait que par une phrase. Le silence guérit. Le lendemain, l'enquêteur parla à nouveau avec Oskari, qui s'avéra être un peu plus fort et put donner une description de la personne que les garçons appelaient « grand-père ». Il se souvenait calmement, sûr de la barbe grise, de la vieille veste verte et de l'odeur de diesel qui accompagnait chacune de ses apparitions. Ces détails correspondaient complètement à la description
d'Antti Rautio, qui avait déjà été enregistré précédemment dans les protocoles. Pendant ce temps, la police revint encore une fois à la preuve importante, le tissu rouge qui avait été trouvé précédemment au crochet de remorquage de la camionnette de Rossio. Malgré les soupçons, l'analyse de laboratoire des fibres montra qu'elles n'avaient aucun rapport avec les garçons disparus. De plus, la forme spéciale en D de la coupe du tissu pointait exactement vers une combinaison de l'atelier Aato Keskus. Le propriétaire de cette combinaison, le mécanicien Eljas V, fut complètement disculpé des soupçons. La fausse piste qui avait longtemps tourmenté l'enquête fut définitivement fermée. Le jour du 20 juin, vers 13h20, pendant que les agents travaillaient encore sur le lieu de la découverte du piège souterrain, une patrouille frontalière arrêta Antti Rautio. Il roulait sur le chemin forestier qui s'éloignait du parc national Hossa. Dans sa camionnette, ils trouvèrent un bidon d'essence vide de 20 litres et une vieille pelle avec des traces fraîches de terre. L'homme resta assis silencieusement dans la voiture et n'opposa aucune résistance. Mais précisément la présence du bidon vide et de la pelle fit que les enquêteurs pensèrent sérieusement à ses intentions. Pourquoi Rautio avait ces objets avec lui? Personne ne le savait encore. Les soupçons qui flottaient autour de lui devenaient maintenant plus évidents. Le bidon d'essence et la pelle suggéraient que l'enquête pourrait avoir considérablement plus de questions que de réponses, mais la police ne tira pas de conclusions officielles pour le moment et laissa l'énigme ouverte pour l'avenir. L'enquêteur Törnqvist était présent personnellement lors de l'arrestation de Rossio et voyait maintenant clairement la connexion entre les matériaux de construction du magasin K-Rauta, le reçu trouvé précédemment, et la construction du piège souterrain. Les matériaux achetés par Rautio correspondaient exactement à la construction du trou trouvé. Un groupe de médecins et de psychologues continua pendant ce temps le travail avec Vera et Oskari, s'efforçant de restaurer le tableau complet de ce qui s'était passé. Mais il était déjà clair que la tragédie n'était pas un hasard. Les garçons avaient été amenés ici intentionnellement, et le mystérieux grand-père, comme le décrivaient les survivants, était connecté avec l'ermite local que l'enquête considérait comme figure principale. La journée touchait à sa fin. Le chemin forestier où Rossio avait été arrêté était bloqué par des voitures de police. Les agents photographièrent et décrivirent chaque preuve trouvée. Parmi elles, se détachait particulièrement le bidon d'essence vide. Un détail qui pourrait jeter de la lumière sur la motivation des actions d'Antti. La pelle gisait aussi séparément, soigneusement placée dans un sac séparé pour preuve, et conservait sur elle des traces de terre humide. Les derniers événements montrèrent clairement à l'enquêteur que l'affaire entrait dans la ligne droite. Cependant, il ne se hâtait pas avec des conclusions définitives. Il restait encore à comprendre les véritables intentions et l'état mental du suspect. Les objets trouvés en possession de Rautio pouvaient témoigner de ses plans les plus divers, de la destruction de preuves aux tentatives d'effacer ses traces. Mais pour le moment, ce n'était que des conjectures. La police termina le travail sur le lieu du piège souterrain et fixa soigneusement chaque centimètre de la zone. L'enquêteur Törnqvist comprenait qu'il avait encore beaucoup de travail devant lui avant de tirer des conclusions définitives. Pour le moment, l'affaire avait pris forme, mais pas de conclusion. Devant lui se trouvait l'expertise psychologique psychiatrique du suspect et plus de travail avec les preuves, dont chacune pourrait décider de l'issue de l'affaire. Le procès contre Antti Rautio se termina presque 9 mois après son arrestation. Pendant tout ce temps, la société finlandaise suivit attentivement chaque étape du procès. La salle du tribunal à Oulu était bondée. Sur les visages des présents, il n'y avait pas de curiosité, seulement du sérieux et du silence. L'accusé, Antti Rautio, ancien garde forestier et ermite des bois,
paraissait indifférent, comme si tout ce qui se passait ne le concernait déjà plus. Des experts du centre psychiatrique Niuvaniemi, convoqués par le tribunal, examinèrent soigneusement Rossio. L'expertise finale confirma un diagnostic grave. Psychose paranoïde, compliquée par l'idée obsessionnelle de corriger les enfants de la ville par le silence et la faim. Précisément, cette idée maladive était à la base du plan qu'il avait préparé soigneusement pendant plusieurs mois. Au cours des procès, les détails trouvés par l'enquête et l'expertise correspondaient complètement aux déclarations des survivants, des témoins et des preuves documentaires. Les matériaux de construction que Rocio avait acquis le 13 mai chez K-Rauta correspondaient complètement à la construction de ce trou que le groupe de recherche avait découvert dans la dépression marécageuse. Fils de fer, grillages et planches de bois correspondaient parfaitement au contenu du reçu découvert précédemment. Cela prouvait que le piège avait été préparé précisément par l'accusé. Le voyage de 4 heures de la vieille camionnette, que les enquêteurs avaient établi précédemment, fut aussi confirmé par des témoins. Des bûcherons locaux qui avaient travaillé près se souvenaient clairement de la camionnette de Rossio qui avait stationné dans la nuit du 6 juin dans les environs immédiats de la zone marécageuse où le trou fut trouvé. Leurs déclarations fermèrent définitivement la question du mouvement du suspect et de sa voiture dans la nuit de la disparition. L'expertise établit aussi que l'inhalateur de Rasmus ne s'était nullement cassé accidentellement. Les empreintes digitales sur le boîtier plastique du médicament correspondaient complètement aux empreintes digitales d'Anti-Rocio. L'inhalateur avait été endommagé intentionnellement, privant Rasmus de la seule possibilité de faire face à l'attaque. Enfin, une preuve importante. Le bidon vide de 20 litres découvert dans la voiture de l'accusé joua l'un des rôles décisifs. L'analyse de laboratoire confirma qu'à son col se trouvait un mélange de diesel et d'essence, et la terre sur la pelle correspondait exactement à la composition du sol du trou souterrain. Cela confirma définitivement la connexion de Rossio avec le piège trouvé. Pendant la lecture de la sentence, la salle fut remplie d'un silence si dense qu'on ne pouvait entendre que la respiration des gens. Le juge énumérait de manière monotone les articles du code pénal et les conclusions des experts. Rossio restait silencieux et immobile. Mais quand le juge termina et annonça la décision finale, le condamné prononça soudain, à peine audible, une phrase étrange. « Ilgenen kuntele edelen ». L'escorte le réprimanda brusquement, et la salle n'entendit que le premier mot, « Ilgenen ». Cela provoqua une vague de murmures nerveux parmi les auditeurs. Selon la décision judiciaire, Anti-Rocio fut déclaré coupable et envoyé en traitement forcé dans une clinique spécialisée de type fermé à Hämeenlinna. La sentence sonna sèche et claire. 28 ans de détention thérapeutique selon les paragraphes 21.4 et 25.3 du Rikoslaki. Immédiatement après la conclusion du procès, les matériaux de l'affaire furent officiellement scellés et transférés aux archives KRP sous l'index POAJOA 22-2025. Les enquêteurs confirmèrent officiellement l'identité du criminel, son motif, la méthodologie de commission du crime et la présence de toutes les preuves physiques nécessaires. Toutes les versions alternatives, y compris les soupçons envers l'instructeur Jarika, le touriste Tobias B. et le mécanicien Eljas V., furent définitivement écartées. La fausse piste avec le tissu rouge, qui avait tourmenté l'enquête dans la phase initiale, fut également officiellement fermée. Cependant, l'affaire laissa plusieurs taches sombres qui furent gardées secrètes. Les enquêteurs n'obtinrent jamais de réponse à la question clé concernant l'essence. Il resta officiellement inconnu si Rossio voulait utiliser le bidon pour allumer un feu et effacer complètement les traces du crime, ou s'il avait l'intention de détruire les restes de Rasmus.
les résultats complets des tests psychiatriques de Roccio furent également gardés secrets et cachés à jamais du public. Malgré le travail soigneux des organes d'application de la loi, l'enquête n'élucida jamais complètement si Antti-Roccio prévoyait de tuer tous les garçons qu'il avait capturés, ou si ce qui arriva à Rasmus fut un accident tragique dans le cadre de son plan fou de rééducation par le silence. Maintenant, l'affaire du « trou de terre », comme l'ont baptisé les journalistes, est officiellement close. Mais elle laissa à jamais une empreinte sombre dans la mémoire de ceux qui furent impliqués dans cette enquête. La phrase étrange qu'Antti-Roccio prononça au dernier moment du procès resta non élucidée et ajouta à l'histoire une dernière couche d'incertitude et de peur. Cependant, malgré les questions sans réponse, le plus important fut accompli. Le dangereux criminel fut isolé à jamais de la société. L'affaire fut close et les forêts du parc national de Hossa replongèrent dans leur silence habituel, mais désormais inquiétant. Lorsque les agents de police pénétrèrent pour la première fois dans le garage de la maison de la rue San-José, ils n'en crurent pas leurs yeux. Derrière une porte ordinaire se cachait une cage métallique étroite, tapissée de mousse et de panneaux MDF. À l'intérieur, on découvrit des traces du séjour de Valentina Alvarez, 15 ans. La famille affirme qu'il s'agit d'un accident de vélo, mais les résultats de l'expertise contredisent catégoriquement leur version. Garage, dans la banlieue de Buenos Aires. 2 février 2025, petit matin. À l'intérieur, les criminalistiques travaillèrent silencieusement, examinant une construction métallique inhabituelle ressemblant à une cage. Elle est petite, 1,60 m sur 2 mètres, tapissée de fines feuilles de mousse et de MDF, manifestement assemblées à la hâte. Dans la partie inférieure de la construction, une fente étroite d'environ 12 cm de long, dont les bords sont couverts de traces de sang séché. Les experts remarquent une couche fraîche de peinture blanche sur la porte du garage. Les soudures cachées témoignent que quelqu'un se dépêchait manifestement d'effacer les traces. Cette cage n'est pas simplement une construction étrange. C'est précisément ici que Valentina Alvarez, 15 ans, a séjourné pendant une longue période. Sa mère, Roccio, et son beau-père, Diego, insistent. Valentina a reçu des blessures mortelles en tombant de vélo. Mais déjà, les premières conclusions des experts médico-légaux mettent cette version en grand doute. L'expertise établit que Valentina ne pesait que 28 kg. Elle souffrait d'une septicémie très grave. Son organisme était pratiquement détruit. De plus, sur ses membres furent découvertes de nombreuses cicatrices, traces d'immobilisation prolongée et systématique. La version des parents s'effondre définitivement. Les enquêteurs commencent la vérification de la maison et trouvent rapidement des indices importants. Dans les documents est découvert un reçu émis par le magasin de matériaux de construction Hierro La Matanza le 6 mars 2022. C'est alors que furent achetés le grillage métallique et les cornières, correspondant parfaitement à la construction de la cage. Cela prouve que la construction n'est pas apparue par hasard et avait été planifiée à l'avance. De plus, lors de l'examen de la blessure de Valentina, les criminalistiques fixent un détail étrange, de la limaille métallique rouillée. Après analyse, il s'avère que le métal trouvé sur Valentina diffère par sa composition de celui dont était faite la cage. Cela signifie une seule chose. Il y a encore un objet métallique inconnu qui était en contact direct avec Valentina, mais qui n'a pas encore été trouvé par l'enquête. Les soupçons se portent immédiatement sur le beau-père de Valentina, Diego Medina. C'est un homme de forte corpulence, qui travaille comme gardien, habitué à contrôler la situation. Son comportement éveille immédiatement de sérieux doutes chez les policiers. Medina parle avec assurance, mais ses paroles sur la vie quotidienne de la famille et les conditions de vie de Valentina semblent apprises par cœur et peu naturelles.
Rocío, la mère de Valentina, soulève aussi des questions. La femme ne travaille nulle part, est renfermée, essaie d'éviter la communication avec les voisins. Quand les enquêteurs commencent à poser des questions sur sa fille, Rocío s'énerve et essaie manifestement de cacher les véritables détails de ce qui se passait dans la maison. C'est précisément le beau-père et la mère de Valentina qui sont placés sous surveillance particulière, essayant de comprendre lequel des deux est impliqué à un plus haut degré. Lors de l'examen des témoignages voisins se révèle un fait. Quelques jours avant la découverte de Valentina, un voisin remarqua comment Diego peignait activement quelque chose sur les portes du garage tard dans la nuit, comme s'il se dépêchait de se débarrasser des traces. Initialement, l'enquête travaille sur une version liée au père biologique de Valentina, Miguel Alvarez. Il a divorcé depuis longtemps de Rocío et vit à 600 km de Buenos Aires, dans la ville de Córdoba. Les enquêteurs commencent une vérification dans sa direction, supposant qu'il pourrait être impliqué dans les événements. Mais au bout d'un court laps de temps, cette version disparaît complètement. Les enregistrements des caméras de surveillance et l'absence de billets ou d'autres preuves de ses voyages confirment que Miguel n'a pas quitté Córdoba. Sur la construction métallique du garage, il n'y a pas de traces de son ADN. Les enquêteurs reconnaissent officiellement que le père biologique n'a aucun rapport avec cette affaire. Mais la principale énigme reste la limaille métallique trouvée dans la blessure de Valentina. La composition du métal ne correspond pas à la cage. Cela signifie qu'il existe encore un autre objet métallique inconnu, caché quelque part dans les environs. L'enquête est déjà certaine que c'est précisément la découverte de cet objet qui aidera à révéler le véritable rôle du beau-père de Valentina, Diego Medina. Tant que cet objet n'est pas trouvé, les enquêteurs continuent de garder ce détail secret, cherchant à devancer ceux qui essaient déjà de se débarrasser des preuves. 4 jours se sont écoulés depuis le début de l'enquête. L'objet principal de l'attention de l'enquête reste Diego Medina, le beau-père de Valentina. Maintenant qu'il est devenu connu que la construction métallique n'avait pas été assemblée par hasard, les enquêteurs commencent à étudier tous ses pas et opérations financières. Dans le champ de vision de la police tombe un fait étrange. Diego Medina a acquis les matériaux pour la cage en mars 2022, mais l'a fait secrètement, évitant les virements bancaires via l'employeur. Pourquoi a-t-il agi intentionnellement en secret et essayé d'effacer les traces de l'opération financière? Commence la vérification de ses comptes bancaires. Les enquêteurs obtiennent un relevé papier officiel de la succursale du Banco Nación pour le 6 mars 2022. Le relevé confirme le paiement du métal en espèces au magasin Hierros La Matanza. C'est précisément ce jour-là, selon les informations du point de vente, que Medina acquit le grillage métallique et la cornière, les matériaux à partir desquels fut plus tard fabriquée cette même cage. Le paiement en espèces était une tentative évidente d'éviter toute trace électronique qui pourrait être découverte par l'employeur ou la police par la suite. Les enquêteurs vont plus loin. Ils mènent des entretiens avec les voisins qui auraient pu remarquer quelque chose ces dernières années. Un des voisins, Alejandro Pérez, vivant directement en face de la maison des Alvarez, communique un détail important. Il affirme que le soir du 11 avril 2022, dans le garage, se faisait entendre le bruit caractéristique d'un appareil de soudure. C'était environ 1 mois après l'achat des matériaux. Alejandro porta attention au garage parce qu'il vit des étincelles brillantes perçant à travers la grille de ventilation. Le témoignage du voisin donne à l'enquête encore une preuve importante. Diego assemblait la construction non pas immédiatement après l'achat des matériaux, mais quelques semaines plus tard. Cela signifie que l'apparition de la cage était une action planifiée. Cependant, le plus intéressant est que le voisin affirme. Dans le garage se trouvaient au moins 2 personnes. À travers la grille, il distingua clairement les silhouettes de 2 personnes. Cela soulève immédiatement la question de savoir si Medina a pu fabriquer la construction métallique seule
ou s'il avait un complice. Les policiers effectuent à nouveau des mesures et examinent en détail la construction, essayant de comprendre si Diego aurait pu s'en sortir seul avec le travail. Les conclusions des spécialistes sont unanimes. Pour une soudure de qualité de la construction métallique, il était nécessaire d'avoir l'aide d'une deuxième personne qui tiendrait les pièces et contrôlerait le processus. Ainsi, la version de la participation unique de Medina perd complètement son fondement. L'enquête s'adresse encore une fois aux voisins pour préciser les détails. Alejandro confirme calmement ses paroles et ajoute un détail important. Il vit 2 silhouettes. L'une appartenait manifestement à Medina, grande et corpulente, et la seconde était plus petite et fragile. Le voisin n'a pas pu distinguer les visages car les 2 personnes portaient des masques de soudure de protection. Mais selon son opinion, la seconde silhouette aurait très bien pu appartenir à une femme de taille moyenne. Cette information ouvre une nouvelle branche de l'enquête. Si la deuxième personne qui aidait Diego était vraiment une femme, cela signifie que dans le garage se trouvait non pas une aide occasionnelle, mais quelqu'un de l'entourage proche de Medina. Les policiers ne se dépêchent pas encore de tirer des conclusions, ne nommant pas de nom et ne révélant pas qui pourrait être le deuxième soudeur. Mais c'est précisément une femme de taille moyenne qui devient un nouvel élément inconnu dans l'affaire. Pendant ce temps, dans la presse se répand activement l'image de Medina comme seul coupable. Les médias ont déjà commencé à créer le portrait d'un monstre solitaire auquel on attribue la responsabilité complète de ce qui est arrivé à Valentina. Cependant, les enquêteurs comprennent que cette voie mène à une impasse. Se focaliser sur la figure de Diego comme seul organisateur est une fausse piste qui peut conduire à ignorer d'autres participants importants. La police reste consciemment à l'écart de cette interprétation des événements, continuant à étudier méthodiquement chaque détail de l'affaire. Le voisin Alejandro ajoute encore un détail qui force l'enquête à renforcer l'attention sur l'entourage de Medina. Il est certain que la femme qui se trouvait près de Diego dans le garage n'était pas simplement une aide occasionnelle. Selon ses mots, les 2 personnes travaillaient comme une équipe rodée, silencieusement et rapidement, comme si elles étaient habituées depuis longtemps à cacher quelque chose ensemble. Par ce témoignage, le voisin force l'enquête à approfondir l'étude du rôle de la mère de Valentina, Rocío Alvarez. C'est précisément elle qui devient maintenant la figure que les enquêteurs sont obligés de vérifier particulièrement soigneusement. L'enquête se trouve face à une nouvelle tâche, prouver ou réfuter l'implication de Rocío dans la création de la cage. Sans cela, il est impossible de comprendre jusqu'au bout le rôle de chacun des adultes qui se trouvaient près de Valentina au cours des dernières années. Ainsi, l'image de Diego Medina acquiert une profondeur et une complexité supplémentaires. Il ne ressemble déjà plus à un organisateur solitaire du crime. Medina agissait secrètement, essayait d'éviter les traces et les erreurs évidentes. Mais maintenant, il devient compréhensible qu'à côté de lui se trouvait quelqu'un d'autre, dont le rôle l'enquête devra élucider très bientôt. 2 jours passent. L'enquête passe graduellement à un nouveau stade. Maintenant, l'enquête étudie l'entourage de Valentina, essayant de comprendre comment il se fait qu'au cours de plusieurs années, personne n'ait remarqué son absence. Un maillon important ici devient l'école dans laquelle Valentina était officiellement enregistrée. La première question qui se pose devant l'enquête est de savoir comment l'établissement scolaire a pu ne pas faire attention à la longue absence de son élève. Car formellement, Valentina figurait parmi les élèves, et sa disparition aurait dû devenir évidente, au moins pour les enseignants et le directeur. Les enquêteurs arrivent à l'école et commencent la vérification des documents. Dans les archives municipales se trouvent des rapports papier selon lesquels Valentina étudiait prétendument à domicile. Tous les rapports sont signés par sa mère, Rocío Alvarez,
qui travaillait auparavant dans cette école comme secrétaire. Les documents semblent absolument ordinaires et n'éveillent pas de soupçons au premier regard. Cependant, les criminalistiques remarquent des étrangetés dans les cachets qui authentifient les papiers. Ils décident de vérifier leur authenticité en envoyant les matériaux à une expertise spéciale de l'encre typographique. L'expertise confirme les suppositions des enquêteurs. Les cachets avaient été faits de manière artisanale et l'encre ne correspond pas au cachet scolaire original. Ainsi se confirme que les rapports sur l'enseignement à domicile de Valentina sont des faux. Maintenant, il devient clair pourquoi l'école n'a officiellement pas remarqué la disparition de Valentina. Rocío Álvarez utilisait son expérience antérieure de travail à l'école pour éviter tout soupçon. Elle savait comment remplir les documents de manière à ce que personne ne fasse attention aux incohérences. Les enquêteurs ont maintenant la tâche importante suivante: découvrir qui a aidé Rocío à authentifier ses papiers et si elle a pu agir seule. L'enquête mène un interrogatoire des enseignants et du personnel administratif de l'école. La question qui intéresse la police est évidente. Qui a pu authentifier ou signer les bulletins vides? La réponse arrive rapidement. Il s'avère que Rocío, encore avant son licenciement, avait un accès complet aux formulaires de rapport et pouvait facilement les emporter. Elle était une employée de confiance de l'administration, donc personne ne contrôlait ses actions. L'école tenait une comptabilité papier et les formulaires étaient strictement conservés sous le contrôle du secrétaire et du directeur. Mais puisque Rocío faisait partie de ce processus, ses possibilités de manipulation étaient pratiquement illimitées. Au moment de son licenciement, personne n'a pensé à vérifier la quantité de bulletins vides restants. C'est ce dont Rocío a profité. Néanmoins, initialement la police émet l'hypothèse que Rocío n'agissait pas seule, mais en collusion avec quelqu'un de la direction de l'école. La figure principale des soupçons devient la directrice. C'est précisément elle qui aurait pu avoir un intérêt ou être impliquée dans la falsification des documents. La vérification des déclarations financières et des opérations bancaires de la directrice de l'école est menée rapidement et soigneusement. Les enquêteurs ne trouvent rien de suspect. Aucune rentrée supplémentaire sur ses comptes ces dernières années n'est révélée. La version de la collusion avec l'administration de l'école est officiellement retirée de l'ordre du jour. Les policiers arrivent à la conclusion que Rocío agissait complètement seul et ne mettait au courant aucun des employés de l'école de ses plans. Cette décision permet à l'enquête de reporter l'attention sur Rocío et son entourage le plus proche. Cependant, lors de l'examen détaillé des locaux scolaires, les criminalistiques trouvent une trace inattendue. Dans le sous-sol de l'école est découverte une boîte avec des formulaires de bulletins vides qui ne devraient pas s'y trouver. Les enquêteurs effectuent un recomptage et remarquent la coïncidence du manque de bulletins vides avec la quantité de faux documents trouvés dans les archives. Cela signifie que Rocío a pris exactement autant de bulletins qu'elle en a ensuite utilisés pour la falsification des rapports scolaires de Valentina. Maintenant, il devient compréhensible que ces actions étaient clairement planifiées et réalisées sans attirer de tierces parties parmi les employés de l'école. Les enquêteurs saisissent prudemment la boîte avec les bulletins vides en tant que preuve. Ce sont précisément ces documents qui permettent de confirmer définitivement les capacités organisationnelles de Rocío Álvarez et sa détermination à tenir Valentina hors du champ de vision de l'entourage. Maintenant, la police sait fermement que Rocío induisait consciemment en erreur l'école et l'administration. Ainsi, l'énigme de pourquoi l'école n'a pas remarqué la disparition de Valentina se résout partiellement. Mais il reste encore beaucoup à découvrir pour les enquêteurs, car les documents eux-mêmes ne sont qu'une partie du tableau général. L'objectif principal de l'enquête: comprendre comment les actions de Rocío et Diego étaient liées entre elles et ce qui se passait réellement à l'intérieur de la maison des Álvarez, derrière les portes fermées du garage. L'enquête avance,
Maintenant, l'attention des criminalistiques se concentre à nouveau sur le garage de la maison des Alvarez. Rappelons qu'un détail restait non élucidé, l'origine de la limaille métallique trouvée sur les blessures de Valentina. Elle ne correspondait pas par sa composition au métal de la construction principale de la cage. Maintenant, les enquêteurs comprennent que la solution de ce détail se trouve beaucoup plus près qu'il ne semblait auparavant. D'où vient donc la limaille métallique trouvée sur Valentina, si sa composition diffère du matériau de la cage elle-même? La réponse devient claire seulement après un réexamen minutieux du garage. Sous le support métallique dans le coin éloigné, les enquêteurs remarquent quelque chose d'étrange. 2 courts segments de tiges métalliques qui étaient auparavant cachés et invisibles. Sur les tiges se voit distinctement un marquage. Hierros, La Matanza 1124. Ces tiges n'appartiennent manifestement pas à la construction originale et ont été acquises beaucoup plus tard, déjà en novembre 2024. Les experts effectuent une vérification urgente de la composition du métal de ces tiges avec les échantillons trouvés auparavant sur les blessures de Valentina. La correspondance est absolue. Ce sont précisément ces morceaux qui sont devenus la source de la limaille métallique. Maintenant, les enquêteurs comprennent qu'en novembre de l'année dernière, quelqu'un menait des travaux dans le garage liés à la modification de la cage. L'enquête se rend au magasin de matériaux de construction Hierros, La Matanza. Là, le caissier du magasin reconnaît avec certitude sur la photo Rocio Alvarez. Selon ses mots, c'est précisément elle qui, le 21 novembre 2024, a acquis plusieurs disques de ponçage. Ce détail, apparemment insignifiant, influence en fait fortement le cours de l'enquête. Il prouve que c'est précisément Rocio qui s'occupait d'actions actives dans le garage peu avant que ne se produisent les derniers événements. Maintenant, les enquêteurs disposent d'un lien évident entre l'achat des tiges métalliques et le travail ultérieur sur leur traitement. Rocio renforçait manifestement la cage, rendant sa construction plus solide et plus résistante. Mais pourquoi Rocio a-t-elle eu besoin de faire cela 2 ans après que la cage ait été installée? La réponse à cette question vient de Valentina elle-même, dans son journal intime, saisi encore au début de février, est découverte une petite mais extrêmement importante note, casser la barre 23-11-24. Maintenant, il devient compréhensible que la construction de la cage était déjà endommagée et nécessitait une réparation urgente. Apparemment, Valentina avait réussi à casser ou plier un des éléments de la cage, ce qui força Rocio à effectuer rapidement des travaux de réparation. Apparaît une supposition qui est rapidement reprise par certains journalistes et experts commentant l'affaire. Peut-être que Rocio essayait en fait de libérer Valentina en affaiblissant la construction de la cage. Une telle interprétation des événements aurait pu changer tout le cours de l'enquête et la position de l'enquête concernant la mère de Valentina. Cependant, après une analyse attentive des faits, les enquêteurs rejettent officiellement cette version. Le dommage était manifestement involontaire. Le journal de Valentina témoigne que la construction avait été endommagée par elle-même accidentellement ou dans un moment de désespoir. Et Rocio, au contraire, essayait urgemment d'éliminer les dysfonctionnements et de renforcer la construction. Ainsi, la version selon laquelle la mère essayait d'aider Valentina est officiellement reconnue comme fausse. Pendant que la police mène un examen supplémentaire du territoire, un enquêteur découvre encore une trouvaille importante. Dans la poubelle en face de la maison de la famille Alvarez se trouve un sac suspect. À l'intérieur du sac, des restes de journal intime, des pages partiellement brûlées et des morceaux de bandage imprégnés de sang séché. Au premier regard, cette trouvaille semble confuse et même sinistre. Les enquêteurs saisissent soigneusement le journal et les bandages, les conservant en tant que preuves matérielles importantes. Le journal brûlé et les bandages mettent instantanément l'enquête face à une nouvelle énigme.
Les notes dans le journal sont pratiquement détruites par le feu. Déchiffrer le contenu est pour l'instant impossible. Une expertise criminalistique urgente est ordonnée pour restaurer le texte, bien que les espoirs de succès soient faibles. En ce qui concerne les bandages, les enquêteurs ne se dépêchent pas de tirer des conclusions. L'origine et le rôle de ces bandages manquent d'informations suffisantes pour construire des hypothèses. Autour du garage et de la famille Alvarez elle-même, il y a encore beaucoup de mystères et de non-dits. Avec chaque nouvelle trouvaille, les policiers s'immergent de plus en plus dans les détails de ce qui se passait ici ces derniers mois. Maintenant, une seule chose est évidente. Rocio Alvarez n'était pas simplement un témoin passif. Elle agissait activement, maintenant soigneusement le secret caché dans le garage. Mais ce qui était exactement derrière ces actions, l'enquête doit encore l'établir. Les enquêteurs continuent d'étudier attentivement les papiers personnels trouvés dans la maison de la famille Alvarez. Chaque document était maintenant considéré comme une clé pour comprendre ce qui se passait derrière les portes fermées du garage. Une question importante reste. Qui exactement a proposé d'isoler Valentina dans la cage? Diego Medina ou Rocio Alvarez? La réponse à cette question commence à être cherchée dans la correspondance et les notes personnelles de Rocio. Dans les affaires confisquées lors de la perquisition, se trouve une lettre envoyée par Rocio à sa sœur en Espagne en 2019. Dans la lettre, une phrase courte mais claire. Valen pega, no sé qué hacer. Valentina se bat, je ne sais pas quoi faire. C'est le tout premier témoignage que les problèmes à l'intérieur de la famille existaient depuis longtemps. Mais l'enquête ne comprend pas encore si cette phrase a pu devenir le point de départ pour les actions ultérieures d'isolement. Le document suivant apporte une clarté supplémentaire. Parmi les papiers de la famille se trouve un brouillon de budget familial pour 2022. Les enquêteurs étudient attentivement cette feuille de papier et remarquent une note inhabituelle faite de la main de Rocio. Pension, tutelle, cher. Maintenant, il devient clair que Rocio envisageait la possibilité d'une tutelle officielle de Valentina de la part d'une institution spécialisée, mais l'aspect financier est devenu un obstacle. Les documents témoignent qu'initialement, elle voulait choisir une autre voie de résolution du problème, mais finalement a renoncé à cette idée précisément pour des raisons économiques. Pendant ce temps, l'enquête continue de chercher des documents qui pourraient établir plus précisément la paternité de l'idée de création de la cage. Et un tel document est rapidement trouvé. C'est encore une lettre envoyée par Rocio à sa sœur en Espagne au début de 2022, déjà peu avant l'achat des matériaux pour la cage. Dans la lettre se trouve une proposition courte et sinistre. Diego diz, jaula o policia. Diego dit, cage ou police. Cette note devient décisive. Maintenant, les enquêteurs comprennent clairement. L'initiative venait directement de Diego Medina. Rocio se trouva face à un choix, et son choix devint le début des événements terribles dont les conséquences sont maintenant enquêtées. Cependant, l'enquête se pose encore une question importante. Pourquoi la sœur de Rocio, ayant reçu les lettres alarmantes, n'a-t-elle aucunement réagi et ne s'est-elle pas adressée aux forces de l'ordre? Les policiers vérifient rapidement les données de passeport de la sœur de Rocio. Les marques officielles de sortie et d'entrée témoignent qu'elle n'était pas en Argentine depuis 2019. Par conséquent, vérifier personnellement la situation ou entreprendre des actions sur place, elle ne pouvait pas. Ce fait permet de fermer la version d'une aide possible ou d'une complicité de la part de la sœur. Elle était vraiment informée des problèmes, mais se trouvait physiquement trop loin pour intervenir. L'enquête est obligée de lever les soupçons sur la sœur de Rocio, bien que la presse ait déjà commencé à agiter la version selon laquelle la parente aurait pu informer les autorités et prévenir ce qui est arrivé.
Mais cette version n'est pas confirmée et est officiellement reconnue comme fausse. L'enquête se concentre à nouveau exclusivement sur le cercle familial composé de Rocio et Diego Medina. Lors de l'examen supplémentaire du garage, les enquêteurs font encore une découverte importante. Sous un tas de vieilles affaires se trouve un ventilateur industriel. Il est puissant, de vieux modèles, et sur son boîtier est indiqué le volume sonore, 70 décibels. Le ventilateur est branché à un minuteur sur lequel est établi un intervalle de temps de fonctionnement de 10 heures du soir à 6 heures du matin. Les experts comprennent rapidement que sa fonction consistait à créer un bruit fort constant pendant la nuit, quand il était plus facile pour les voisins d'entendre tous les sons provenant du garage. Ainsi, Diego et Rocio purent se protéger additionnellement de l'attention occasionnelle de l'entourage. Les enquêteurs fixent cette trouvaille comme encore une preuve de planification minutieuse et de dissimulation intentionnelle de ce qui se passait dans le garage. Maintenant, il devient clair à quel point Rocio et Diego pouvaient aller loin en cherchant à cacher la réalité et à maintenir Valentina en isolement. Le ventilateur branché confirme la version de l'enquête selon laquelle Valentina était privée de toute possibilité de donner de la voix et d'attirer l'attention. Ainsi, l'enquête établit maintenant avec certitude que c'est précisément Diego Medina qui était l'initiateur de l'idée d'isolement, et Rocio l'a soutenu, choisissant cette voie au lieu d'un recours officiel à l'aide. Les lettres et documents trouvés confirment la conscience des actions des deux adultes et leur responsabilité commune pour ce qui est arrivé. Tout cela ne fait que renforcer l'importance des recherches ultérieures du journal de Valentina et de ses bandages énigmatiques trouvés récemment. L'enquête est certaine que dans ces détails se cachent les réponses aux dernières questions restantes. L'enquête approche de sa phase finale. Les employés du laboratoire finissent l'analyse du contenu du sac trouvé dans la poubelle en face de la maison de la famille Alvarez. Ce sac, partiellement brûlé, est déjà devenu un maillon important dans la chaîne de preuves. Les experts extraient soigneusement tout ce qui reste après le feu. Une question importante à laquelle cherchent une réponse les enquêteurs: qu'est-ce que cachaient exactement les suspects quand ils se débarrassaient du contenu de ce sac? Les analyses commencent à donner des résultats. La première information arrive concernant les bandages. La chimie judiciaire établit qu'ils étaient imprégnés non seulement de sang, mais aussi de sécrétions purulentes. La comparaison des groupes sanguins donne une correspondance univoque. Cela appartient à Valentina. Cette découverte devient un tournant. Maintenant, il est clair pour l'enquête que Valentina ne se trouvait pas simplement dans l'étroitesse et l'isolement, mais avait reçu des dommages sérieux qui restaient sans aide médicale pendant une longue période. La preuve suivante trouvée par les criminalistiques aide à restaurer le tableau des événements encore plus en détail. Dans le garage, dans la cage, les enquêteurs examinent à nouveau attentivement chaque détail et portent attention au matelas. Sur lui, se remarque une petite entaille d'une longueur d'environ 4 cm. La comparaison de cette entaille avec les barres de cage trouvées auparavant confirme. Ce dommage correspond précisément à cette barre que Valentina avait endommagée en novembre 2024. Maintenant, l'enquête lie définitivement le dommage de la cage avec la blessure reçue par Valentina à cette période. Les experts ne doutent pas. C'est précisément par ce bord métallique tranchant que s'est produite la blessure profonde dont les traces sont restées sur les bandages du sac. Se pose encore une question de principe. Peut-on dater précisément le sang sur les bandages? Les technologies modernes de médecine légale permettent avec une haute précision de déterminer l'ancienneté des taches de sang par le niveau de dégradation de l'hémoglobine. Les experts mènent rapidement les tests et confirment
Le sang sur les bandages est apparu approximativement en novembre 2024, avec une erreur admissible d'environ 10 jours. Cette date correspond complètement à la période d'endommagement de la cage décrite dans le journal de Valentina. Sur fond de ces faits, apparaît à nouveau la version avancée par une partie des journalistes et même de certains enquêteurs, selon laquelle Valentina aurait pu elle-même s'isoler volontairement par honte ou par peur. Mais cette version aussi est rapidement dissipée par les preuves trouvées. La note conservée dans le journal de Valentina ne laisse aucun doute. « Maman a fermé. J'ai la nausée. » Cette phrase simple exclut l'isolement volontaire, confirmant seulement que Valentina est devenue l'otage des actions de sa propre mère. Maintenant, l'enquête peut officiellement reconnaître cette fausse piste comme fermée et complètement exclue de l'investigation. Cependant, le garage offre encore une fois à l'enquête une nouvelle surprise inattendue et alarmante. Au fond du local, sous l'étagère, les enquêteurs trouvent un récipient plastique avec des restes de nourriture, du riz et du pain complètement couverts de moisissures. À l'intérieur se trouve un ticket de caisse du magasin d'alimentation Almacén Ruta, daté du 1er février 2025. Les produits ont manifestement été achetés un jour avant que ne se produisent les derniers événements tragiques. Les criminalistiques saisissent soigneusement le récipient en tant que preuve supplémentaire, ne se dépêchant pas encore de tirer des conclusions. Cette trouvaille reste en réserve, mais devient un élément important des futures actions des enquêteurs. Ils sentent déjà que c'est précisément dans ce détail que peut être cachée la réponse à comment Rocio et Diego planifiaient, justifiaient leurs actions devant la police. 4 jours passant encore, et l'enquête se déplace vers la nuit où furent appelés les médecins. Les enquêteurs demandent les archives des appels téléphoniques du service d'urgence 107. L'enregistrement audio de l'appel est complètement conservé et devient une preuve importante. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la nuit du 2 février 2025 ? Et pourquoi les parents n'ont-ils pas appelé l'aide plus tôt ? En étudiant l'enregistrement, les enquêteurs entendent distinctement la voix de Rocio qui parle au répartiteur d'un accident. Mais en arrière-plan s'entend une voix silencieuse, presque indéchiffrable de Diego qui lui chuchote une instruction claire. « Dis que ce Keio ». Cette phrase devient le témoignage le plus important que les parents mentaient intentionnellement dès le début, réalisant les conséquences de leurs actions. Du journal du répartiteur ressort un détail supplémentaire important. L'appel a été fait non pas d'un mobile, mais d'un téléphone fixe domestique. Cela confirme que Rocio et Diego se trouvaient à la maison au moment de l'appel à l'aide, réfutant complètement toute version selon laquelle l'un d'eux était ailleurs. Les experts de médecine légale effectuent encore une vérification importante. L'évaluation de la température des restes de Valentina montre qu'au moment de l'arrivée de l'ambulance, elle n'était déjà plus vivante depuis au moins 40 minutes. Cela signifie que l'appel a été fait consciemment après la mort et non dans une tentative de la prévenir. L'avocat de Medina essaie de convaincre l'enquête que son client n'était pas à la maison cette nuit-là et se trouvait au travail. Mais le journal du poste de garde de l'entreprise de sécurité privée où travaillait Diego montre le contraire. C'est précisément ce jour-là que Medina a officiellement pris un congé et n'est pas venu au travail. Ce mensonge est officiellement clos. Dans la chambre de Diego, dans la corbeille à papier, les policiers trouvent un brouillon de lettre de démission daté du 1er février 2025. Maintenant, il devient clair que Diego planifiait à l'avance de disparaître, comprenant l'inévitabilité de la révélation. Toutes les preuves mènent à un final inévitable. L'enquête se prépare à présenter le tableau complet du crime, le motif et les circonstances de ce qui s'est passé derrière les portes de la maison de la famille Alvarez. L'enquête approche de sa conclusion logique.
On sait déjà qui était derrière la décision d'isoler Valentina, qui cachait la réalité et qui détruisait méthodiquement les preuves. Maintenant se pose devant l'enquête la dernière et plus importante question. Y avait-il une chance de sauver Valentina si les parents s'étaient adressés à temps pour de l'aide? Les enquêteurs commencent à étudier les dossiers médicaux de Valentina ces dernières années. Une attention particulière ils portent à la période de 2024. C'est alors qu'est survenue la blessure grave dont les conséquences ont mené à la tragédie. Dans la carte médicale ambulatoire pour toute l'année 2024 ne se trouve aucune note sur des visites chez les médecins. Les parents ne se sont jamais adressés pour de l'aide médicale. Cela devient la première trouvaille alarmante, pointant directement vers la négligence et le mépris conscient de la santé de Valentina. De plus, l'expert toxicologue, effectuant une analyse supplémentaire, constate: dans l'organisme de Valentina ne furent pas trouvées de traces d'antibiotiques ou d'autres médicaments qui auraient pu arrêter la propagation de l'infection. Cela signifie une seule chose: la blessure qui a mené à une grave infection a été complètement ignorée par les parents. Les médecins auraient donc pu facilement faire face à une telle infection si l'aide avait été apportée à temps. Cependant, les parents ont décidé autrement. Dans le journal de Valentina, les enquêteurs trouvent encore une note qui confirme que Valentina elle-même et les parents étaient complètement au courant de la gravité de son état. Sur une des pages du journal, Valentina a elle-même fait un dessin au crayon de sa blessure et l'a signé brièvement et avec inquiétude. UL Féo. Ça sent mauvais. Ce petit détail devient la preuve clé que Valentina était désespérée, réalisant parfaitement la gravité de la situation. Cependant, les parents n'entreprennent aucune mesure, ignorant la réalité dans laquelle elle se trouvait. Les enquêteurs se posent la question logique suivante. Est-ce que les parents ne comprenaient vraiment pas à quel point tout était sérieux? La réponse se trouve rapidement et clairement. L'expertise du journal, les témoignages des témoins et l'expertise médicale confirment univoquement que Diego et Rocio étaient complètement au courant de l'état de Valentina. Ils voyaient la détérioration de l'état, savaient pour la blessure et l'odeur pointant clairement vers l'infection. Cependant, ont consciemment décidé de ne pas appeler les médecins. Leur comportement parle d'un contrôle complet de la situation dans laquelle ils refusaient consciemment à leur fille l'aide médicale. Le défenseur de Rocio essaie de présenter une autre version des événements, déclarant que prétendument Rocio voulait appeler un médecin, mais Diego Medina lui interdisait de le faire. Cependant, cette version aussi est rapidement réfutée. Les enquêteurs interrogent Coto les voisins à nouveau. Un des voisins habitant près de la maison des Alvarez communique des détails importants. Il entendait clairement les conversations des deux parents dans le garage où ils se disputaient, et la voix de Rocio prononçait aussi la phrase « n'appelle pas ». Ainsi, la défense essayant de reporter toute la responsabilité sur Diego Medina échoue. Cette version est officiellement fermée puisque les témoignages des témoins pointent clairement vers la complicité de Rocio dans la dissimulation de ce qui se passait. Au dernier stade de l'enquête, des psychologues judiciaires travaillent avec les deux suspects. Une attention particulière attire le comportement de Rocio Alvarez pendant les interrogatoires. Le psychologue fixe un détail troublant. Chaque fois que la conversation aborde l'isolement prolongé de Valentina et, en particulier, le silence dans la maison, sur le visage de Rocio apparaît un sourire à peine perceptible, mais distinct. Cela provoque perplexité et inquiétude chez les spécialistes. Le comportement de Rocio devient un autre élément pointant vers le fait que l'isolement de Valentina n'était pas simplement une décision prise dans le désespoir, mais correspondait probablement à certains désirs internes de Rocio elle-même. Les conclusions psychologiques de l'expert judiciaire sont maintenant officiellement jointes au dossier et deviendront un des points importants de l'accusation.
Le comportement des deux parents, fixé par l'enquête, pointe vers des actions intentionnelles et systématiques qui ont rendu la tragédie inévitable. Les parents avaient pas de multiples possibilités de prévenir le développement des événements, cependant n'en ont jamais profité. Au contraire, cachaient activement la situation des regards extérieurs. À ce moment, l'enquête dispose de toutes les preuves nécessaires pour présenter devant le tribunal le tableau complet. Diego Medina et Rocio Alvarez sont officiellement reconnus responsables de ce qui est arrivé, et maintenant ils devront répondre de leurs actions déjà dans l'ordre judiciaire. La question de pourquoi des adultes ont pris précisément de telles décisions deviendra centrale lors des audiences judiciaires qui démarreront très bientôt. La salle d'audience est complètement remplie. Tous les regards sont dirigés vers les juges qui se préparent à lire le verdict. Après 7 longs mois de travail minutieux, d'interrogatoire, d'expertise et d'innombrables heures d'étude des documents et des preuves, l'enquête est terminée. Aujourd'hui, résonnera le verdict final sur une des affaires les plus retentissantes de ces derniers temps, l'affaire de la famille Alvarez. Le juge énumère calmement et clairement les faits. Il est établi que l'idée d'isolement de Valentina dans la construction métallique n'était ni spontanée ni individuelle. Elle est née à la suite de discussions, et sa réalisation est devenue la décision commune de Rocio Alvarez et Diego Medina. Les preuves en sont les lettres, les enregistrements financiers et les témoignages des témoins. Le moment critique de l'affaire fut novembre 2024. Valentina, dans une tentative de sortir, casse la barre métallique de la cage et reçoit une blessure profonde à la cuisse. Rocio réagit immédiatement aux dommages de la construction. Le 23 novembre 2024, elle achète des disques de ponçage et renforce additionnellement les barres métalliques, ne se souciant pas du traitement de sa propre fille. L'expertise du sang sur les bandages et le matelas confirma, la blessure s'avéra grave et son ignorance par les parents mena à l'issue fatale. Diego Medina interdisait d'appeler les médecins, craignant que cela n'attire l'attention de la police et ne lui coûte son emploi et sa réputation personnelle. Les parents savaient la gravité de l'état de Valentina, mais ont consciemment décidé de ne pas intervenir, essayant de cacher le problème par eux-mêmes. Finalement, dans la nuit du 2 février 2025 arriva ce qu'ils craignaient tant. Valentina mourut. Les parents n'essayèrent pas de la sauver même dans les dernières minutes. Au contraire, ils décidèrent d'attendre, cacher les traces, et seulement environ 40 minutes après la mort, firent appel au service d'urgence, prétendant qu'un accident s'était produit. Au cours du procès judiciaire furent présentées toutes les preuves nécessaires, les tickets pour les matériaux de construction et les disques, les témoignages des témoins sur la soudure et les travaux nocturnes, les résultats de l'analyse du sang et des bandages, le journal de Valentina et le ventilateur fonctionnant la nuit pour masquer les sons. La chaîne de faits se construisit clairement et sans interruption, sans aucun doute sur sa véracité. Fut aussi présenté le brouillon de la lettre de démission de Diego Medina trouvée dans la corbeille à papier de la maison, avec la date du 1er février 2025. Cela confirma que Medina avait un plan de quitter Buenos Aires et déménager à Cordoba, essayant ainsi de se cacher et recommencer sa vie. Arrive le moment de l'annonce du verdict. Le juge, d'une voix ferme, lit la décision du tribunal. Rocio Alvarez est condamné à 27 ans de privation de liberté. Diego Medina à 24 ans. En entendant le verdict, Rocio se lève inopinément et crie émotionnellement « Injusticia !» Medina se tait en même temps, baissant la tête et ne levant pas les yeux. Silence lourd dans la salle du tribunal. Le verdict est annoncé définitivement.
les portes de l'ascenseur du tribunal se ferment lentement, laissant derrière le bruit et les cris des reporters. Dans le silence du cabinet, l'enquêteur plie soigneusement les papiers de l'affaire et fait la dernière note. L'intention de meurtre n'est pas prouvée de manière univoque. Et dans cela reste le dernier fil ténu d'incertitude que l'enquête n'a pas réussi à fermer complètement.